out right here. Bonsoir et bienvenue sur Paris Première, émission d'accord sur rien, mais prêt à débattre de tout. Zemmour, Renolo, c'est l'émission qui donne du temps au débat et à la politique. Saison 7, épisode 21, sommaire. Nous reviendrons le temps du match sur ce qui s'est passé cette semaine. Stéphane Bern peut-il sauver le patrimoine ? Le seul fait de naître fille fait s'abattre sur la tête d'un enfant une tonne d'injustice, c'est le sujet de mon combat. Sur le plateau ce soir, Marlène Schiappa, la courageuse, la combattante, qui publie Le deuxième sexe de la démocratie, rencontre avec une secrétaire d'État particulièrement exposée. SNCF, hôpitaux, Air France, université, secteur de l'énergie, la colère gronde. Va-t-elle encore s'étendre ? Que doit faire le président Macron ? Que doit faire son gouvernement ? On en parle avec la députée France Insoumise, Clémentine Autain. À quoi servent les humoristes ? Ils n'ont jamais été aussi nombreux, mais le rire est-il devenu plus ou moins consensuel ? Et quand il permet une distance critique, le rire peut-il s'apparenter à du journalisme ? Stéphane Guillon, qui publie Journal d'un infréquentable, vient en débattre. Philippe Courroy sera sur notre plateau, on l'a dit trop proche de Nicolas Sarkozy, il répond aux attaques et plus largement, il écrit sur les rapports justice, médias, politique, ce triptyque qui fait couler beaucoup d'encre, 500 pages pour le magistrat, plongé avec lui dans les méandres de ce qu'il appelle la citadelle judiciaire. Et puis il y aura aussi bien sûr les carnets secrets d'Alba Ventura et la super semaine de Sandrine Sarah. Bonsoir Éric Zemmour, bonsoir Éric Nolot, tout va bien ? Oui, jusque-là, tout va bien. Je rappelle à vos amis et à tous vos ennemis qui peuvent réagir sur les réseaux sociaux avec le mot dièse ZNPP. Oh, vous avez un message. Jouons la surprise. L'année prochaine, les Oscars. Un message d'Albert de Belgique. Cher Éric, si vous pouviez remonter le temps et avoir 2 heures de conversation avec un homme illustre, qui choisiriez-vous parmi Jésus, Napoléon, Louis XIV, Platon ou De Gaulle ? Pour moi, c'est facile. Ou autre, il a dit. Napoléon. À Napo ? Il n'y a même pas de discussion. Ah bon ? 2 heures avec Napoléon. Ah, mon rêve absolu. C'est le titre de votre prochain livre. Depuis que j'ai 8 ans, je rêve de ça, mais... C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Non, Jésus pour moi, quand même. Ah, Jésus. Bah, Jésus, il y a une influence quand même plus grande que Napoléon sur la vie actuelle. Sur un peu, quand même. On parle de civilisation judéo-chrétienne, pas judéo-napoléonienne, ou alors ça a changé pendant la nuit, peut-être. Mais non, mais alors, sérieusement, c'est Saint Paul qui a tout fait. D'accord. Enfin, d'abord... Saint Paul, oui, Saint Paul est plus intéressant que Jésus, si j'ose dire, politiquement, bien sûr. Non, mais d'abord, plus d'influence. Ensuite, le personnage est controversé. L'existence du personnage est controversée. Donc c'est la meilleure manière de s'assurer qu'il a existé tel qu'on le connaît ou pas. Donc ça fait au moins vous faites pas le pari pascalien, vous. Bah, vous voulez des preuves, vous êtes comme saint Thomas. Bah, oui, tant qu'à faire. Je pense que Jésus a des choses à dire s'il a existé, donc sur le monde actuel. Je crois que oui, il y aurait beaucoup de choses à nous dire. Cela dit, Napoléon aussi serait content. Énormément. Moi, je pense qu'il a tout compris 2 siècles avant, donc j'aimerais bien discuter avec lui. Et puis j'aimerais qu'il m'explique des tas de choses, quoi, sur lesquelles je m'interroge depuis toujours, quoi. Bon. Sur ce qu'il a fait, pas fait. J'ai des tas de choses à comprendre. Napoléon, si tu nous en parles. Voilà. Allez. Vous savez que Victor Hugo faisait ça. De quoi ? Il faisait tourner les tables et il interrogeait Napoléon. Absolument. Allez, c'est maintenant l'heure du match. Une France éblouissante, mais une France en ruine. Il y a eu Spider-Man, il y a eu Batman, il y a maintenant Stéphane. L'infatigable Monsieur Bern peut-il sauver notre patrimoine ? On en sait un peu plus sur la mission que lui a confiée Emmanuel Macron. Écoutez. Je soulève un certain nombre de problèmes. Je savais qu'il y avait 7% des 44 000 monuments qui étaient en souffrance. Mais de là à voir des urgences, vraiment des périls en la demeure. C'est aide-toi, le ciel t'aidera. Donc on va soutenir des monuments qui par ailleurs aussi vont récolter des dons par rapport à ceux qui les aiment. Le patrimoine nous appartient. Alors, il a dévoilé cette semaine la liste des 250 premiers monuments à restaurer. Et puis, le 14 septembre, il va y avoir un loto spécial monument historique. Alors, Eric, vous allez jouer ? Je sais pas, mais je voudrais revenir un petit peu en arrière. Durant la campagne présidentielle, Stéphane Bern jurait ses grands dieux qu'il était candidat à rien en échange de son soutien à Emmanuel Macron. Donc, si je comprends bien, Stéphane Bern n'était pas candidat au patrimoine, mais le patrimoine était candidat à Stéphane Bern. Moi, je ne mets pas, non, mais je ne mets pas en cause. Il n'est pas payé ou non, mais faut pas être naïf non plus. Ouais. C'est quand même une mission qui expose. Il y a peut-être pas une rétribution financière, mais il y a une rétribution médiatique. Il faut abandonner ce genre de naïveté. Mais moi, je ne mets pas en cause son engagement. C'est quelque chose qui lui tient, qui lui tient à cœur.
En revanche, je me demande pourquoi cette mission est confiée à une personnalité alors qu'il existe des services d'État dédiés, que ça soit les services d'État dédiés, que ce soit la DRAC au ministère de la Culture, manifestement, il y a quand même un grand nombre de... D'accord. Alors, faut tout confier à Stéphane Bern, hein, pas la réforme de la SNCF, là, apparemment, il y a un problème, confions-la à Stéphane Bern aussi. Bon. Non, mais je reprends mon raisonnement. Il y a des instances d'État qui fonctionnent au niveau national et au niveau régional. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas en charge de cette recension des monuments en péril, qui en effet sont plus nombreux que prévu? Pourquoi Stéphane Bern agit en électron libre, c'est-à-dire qu'il y a dans son entourage ni conservateur, ni historien, c'est quand même bizarre. Et puis alors surtout, on nous explique que c'est une mission ponctuelle. Donc quand il aura fini la recension, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va continuer dans le cadre d'une autre mission qui lui sera confiée dans 2 ans? Je trouve ça quand même un peu étrange. Voilà. Et surtout, ça participe d'un mouvement plus général, très macronien, où c'est plus la politique. C'est plus une vision politique des choses, mais on confie ça à des personnalités ou à des experts. Donc il y a une évacuation de la politique pour un sujet qui est très politique. Il y a 2000 monuments en France en souffrance, manifestement. Lui, il goûte aux réunions ministérielles, inter-DRAC, ministère, avec ce qu'on appelle les PC, les personnes compétentes. Manifestement, c'est peut-être un moyen de faire bouger les choses. Il y a des choses à faire. Je me demande pourquoi ces choses sont confiées. Non, pas pour lui. C'est pas Stéphane Bern en tant que tel. Mais bon, c'est tout à fait respectable. Mais pourquoi ce n'est pas pris en charge par l'État alors que vraiment c'est un sujet d'intérêt national qui nous regarde tous? Pourquoi c'est une personne privée? Mais parce que manifestement les politiques préfèrent être pris en photo avec Jeff Koons plutôt que resterait Thierry Gardet. Mais c'est ça alors, au-delà de la formule, qui effectivement, dans je sais plus quel papier du Point, je crois, qui est assez juste. Au fond, ce qui est assez juste, c'est qu'il y a un tropisme, non pas seulement des politiques, mais de tout le ministère de la Culture, depuis à peu près 40 ans, en faveur de l'art contemporain et au détriment du patrimoine. Et c'est ça la vraie question. En fait, c'est une question fondamentalement politique. En gros, depuis 40 ans, la droite est du côté du patrimoine, la gauche est du côté de l'art contemporain. Donc en fait, tu poses une question fondamentalement politique. Et fondamentalement, ce que fait Bern, c'est de la politique. Toi, c'est drôle, ce que tu appelles politique l'administration. Mais je pense qu'on va avoir cette discussion avec Schiappa. Mais qui n'est pas une petite question. Hein. Tu as raison de poser cette question. Est-ce que pourquoi il y a des services de l'État qui sont dédiés à ça? Tu as tout à fait raison. C'est d'ailleurs le grand paradoxe de Macron, qui est à la fois l'incarnation suprême de l'État. Inspecteur des finances, etc. Tout ce qu'il fait, je l'ai déjà dit ici, c'est dans les dossiers de l'inspection des finances depuis 20 ans. Tout ce qu'il appelle projet de réforme, c'est tout ça, et j'en ai discuté avec des inspecteurs des finances. Sur ce point-là, nous sommes d'accord. Oui, c'est dans leur dossier depuis 20 ans. Ils attendent qu'un politique le fasse. Donc c'est simple, ça. Donc ça, c'est ce qu'il fait. Donc t'as raison, c'est en même temps l'incarnation de l'État, et en même temps, concept macronien, il essaye de déstabiliser ça quand il voit que ça fonctionne pas. Bon. Pourquoi pas? Vous allez jouer au loto, en l'occurrence, j'ai lu moi aussi les mêmes articles que... Vous allez jouer au loto, Eric? Je sais pas, moi je suis pas très joueur. Faire payer l'entrée des cathédrales, par exemple, ça vous semble être une bonne idée? Par exemple, là, j'avoue que on m'a convaincu. Au départ, j'étais initialement tout à fait d'accord. Parce que moi, je suis amoureux des cathédrales et je pense que tous les moyens sont bons pour les rénover. Et je pleure misère et je pleure vraiment de tristesse quand je vois dans quel état certaines sont. Mais bon. Et en fait, on m'explique que c'est très dangereux parce que c'est des lieux de culte et on n'a pas à faire payer pour faire entrer des lieux de culte. C'était une discussion. J'avoue que je suis un peu ébranlé. On a déjà eu ce débat. Moi, j'étais initialement contre. Je reste contre. D'abord pour cette raison et ensuite pour mettre fin à cette extension illimitée quand même du domaine de la financiarisation. Oui, mais regarde, à l'étranger, en Italie, on paye et ça nous gêne pas. Enfin, moi, je dirais que ça, c'est un problème secondaire. Oui, d'accord. Cette histoire de patrimoine. De financement, c'est pas secondaire. Mais cette histoire de patrimoine, c'est une cause nationale qui nous regarde tous. À mon avis, ça doit rester dans le périmètre de l'État. Oui, mais l'État ne s'en occupe pas pour des raisons idéologiques que je t'ai dit. Ça, il faut remédier à ça, mais c'est pas la bonne manière d'y remédier. On est d'accord qu'il faut y remédier, mais on n'est pas d'accord sur les manières d'y remédier. Tu es très classique, finalement. Oui, absolument. C'est une bonne phrase. Le bon a retenti. C'est maintenant l'heure de recevoir notre invité exceptionnel. Avant de recevoir Marlène Schiappa, regardez son portrait en quelques chiffres. Marlène Schiappa déchiffrée par Gaël Atlan et Dimitri Kefelec.
cette Marlène-là est devenue une star. Marlène Schiappa, vous êtes sans doute l'une des ministres les plus militantes du gouvernement et c'est ce qui interpelle. 35 ans et déjà un tempérament bien trempé. Organisé avec les services des droits des femmes, le tout... Oh, gardez vos nerfs. Secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, passé par la publicité puis par la mairie du Mans. Je me rendais au Mans, monsieur le maire, et il me disait j'ai quelqu'un de formidable dans mon équipe qui est engagé. Moi, elle m'a bluffé. Va voir son association. J'y suis allé. C'était Marlène Schiappa. Votre combat, votre ligne directrice a toujours été la défense des femmes. En organisant des ateliers qui nous permettront, d'écouter les femmes. Les femmes, en réalité, ont toujours parlé, mais souvent, on ne les a pas écoutées. Pleinement soutenue par le président Macron. Une société encore culturellement empreinte de sexisme. Vous vous réjouissez de ce qu'on appelle la libération de la parole des femmes. Moi, j'ai participé à cette libération de la parole. À l'époque, tous les éditeurs me disaient vos histoires de violeurs, de harcèlement, ça n'intéressera personne, ça ne parlera à personne. Force est de constater que si. Votre renommée, vous l'avez acquise depuis quelques années déjà grâce à votre site internet qui vous a permis en 2013 d'être classée 6e blogueuse française la plus influente du net, selon Europe 1 et Le Parisien. Pour aider les travailleuses débordées, certaines ont même créé leur blog, leur site internet, comme Marlène Schiappa, qui vient de fonder un réseau Maman Travail à destination des mères actives. On essaye de trouver un juste équilibre, d'être peut-être moins bonne mère que dans les années 50 et peut-être moins bien réussir professionnellement que dans les années 80. 35 ans donc, et déjà 21 livres écrits ou coécrits, la plupart évoquant l'égalité homme-femme, les violences conjugales ou visant à aider les femmes dans leur vie quotidienne. Mais d'aucuns pensent que vous servez parfois mal la cause. Les femmes n'ont pas besoin d'être traitées totalement différemment. Il faut faire attention à ne pas nuire aux femmes en faisant trop sur la défense même des femmes. Et lorsque l'Express titre que vous auriez écrit sous pseudonyme d'autres livres, des livres érotiques, vous subissez d'odieuses attaques. Quand on a dit peut-être qu'elle a écrit des livres érotiques, il y a un journal de droite, Jean-Jacques Bourdin, qui m'a traité de reine des salopes, qui a titré sur moi la reine des salopes. Ça dit des choses du sexisme de notre société. Sur le fond, votre projet de loi visant à pénaliser le harcèlement de rue fait débat. Nous allons créer un délit d'outrage sexiste qui pourra être verbalisé en flagrant délit par les forces de l'ordre. Si l'espèce de peur du gendarme, entre guillemets, peut empêcher des gens d'outrager et de harceler les femmes dans l'espace public, tant mieux. Dans votre livre, vous citez l'IFOP, dont un sondage explique que 8 femmes sur 10 se sentent en insécurité le soir dans la rue, mais ce n'est apparemment pas votre cas. Il y a des zones dans lesquelles les femmes se font agresser. Lorsque des femmes du quartier de Paris de La Chapelle-Pajol se disent harcelées, vous réagissez en postant sur Twitter ces photos de vous marchant dans le même quartier, un sens de la mise en scène qui n'a pas plu à tout le monde. Désormais ministre, populaire si l'on se fie au sondage, vous tentez de convaincre dans tout type de médias. Poser avec votre compagnon dans Match, c'est féministe? Why not? Why not? En quoi ce serait pas féministe? On peut être marié, hétérosexuel et féministe, vous savez. Alors question... Est-ce que manger un croissant c'est féministe? Et voici Marlène Schiappa. Bonsoir madame, bienvenue. Asseyez-vous. Bienvenue sur le plateau. Vous avez mis Beyoncé. Wonderworld. Merci. Oh, avec mon accent anglais magnifique. Allez, bonsoir madame. Vous êtes donc écrivaine, militante féministe et femme politique française. J'ai entendu Éric Zemmour dire écrivain. Oui, bah c'est toujours. Alors, si on commence comme ça, je dois pas relever ce que vous dites. Si, c'est pas grave. Vous pouvez. Vous avez raison. Écrivaine, c'est n'importe quoi. Alors, écrivain. Donc, alors, je recommence. Bon. Bonsoir, madame. Vous êtes donc écrivain. Elle écrit des livres, quoi. On va lui faire plaisir. Militante féministe et femme politique française. Et depuis la dernière élection présidentielle, secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. J'ajoute au portrait de Gaël et Dimitri quelques éléments qui peuvent donner des clés sur votre engagement. Vous avez préparé le concours de gendarmerie. Vous avez monté le blog Maman Travail, ils l'ont dit, et vous étiez au moment où vous êtes parti faire campagne en train de préparer un doctorat de lettres modernes sur les mises en abîme chez Flaubert et Madame Bovary, l'écrivain préféré des garçons. Madame Bovary, c'est pas tellement vous. Hein. Vous publiez Le deuxième sexe de la démocratie. Joli. Aux éditions. Tu n'en sais rien, mais bon. C'est pas grave. Oui, c'est vrai, je sais rien en fait. Aux éditions de l'Aube. Et vous dites que c'est quand même plus dur de faire de la politique quand on est une femme. Pourquoi ? Oui, effectivement, je pense que c'est plus difficile parce que la politique, c'est un monde qui a été construit pendant des générations par les hommes et pour les hommes, que ce soit l'organisation
du temps des réunions politiques, que ce soit la manière de faire de la politique. Vous savez, les jeunes filles sont habituées à une forme d'autocensure, à pas trop se mettre en avant. Or, quand on fait de la politique, il faut se mettre en avant, c'est son nom, sa tête sur une affiche, il faut aller convaincre, et ce sont des choses qu'on apprend plus aux petits garçons qu'aux petites filles. Et enfin, je crois qu'il y a une forme de sexisme extrêmement présent, notamment dans la presse politique, mais pas uniquement. Et j'ai relevé dans le premier chapitre, toutes les remarques que j'ai considérées comme sexistes, parce qu'elles faisaient état soit de ma vie privée, soit de mon physique, soit elles faisaient des remarques sur moi, voilà, qu'on ne ferait pas sur un homme politique. Mais, chère madame, c'est un mythe que je voudrais crever. C'est plus difficile d'être une femme en politique, c'est archi faux. Parce que les femmes en politique, c'est beaucoup plus facile. Et je vais vous dire pourquoi, tout simplement. Je veux bien savoir. Oui. Tout simplement. Parce que s'il n'y avait pas eu les lois sur la parité, il n'y aurait pas toutes ces femmes. En fait, elles sont passées devant des hommes qui étaient militants depuis des années, qui étaient maires, qui étaient élus, et qui ont dû se retirer ou être dégagés à cause des femmes qui n'avaient aucune légitimité, aucune. Et je ne vous parle pas sur les listes, moi qui suis un vieux journaliste politique, je ne vous parle pas des femmes, des sœurs, des maîtresses, des amies, sur les listes municipales, régionales et compagnie. Je pourrais faire l'émission là-dessus. Évidemment, si les femmes sont sur les listes municipales, c'est bien sûr parce qu'elles ont couché avec quelqu'un. C'est évident, merci de mettre en avant. Non, mais il y en a. Mais c'est uniquement parce que je vais vous expliquer quelque chose. Oui, expliquez-moi, je vous en prie. J'ai suivi des hommes politiques depuis 30 ans. Oui, et la phrase que j'ai le plus entendue, c'est, et d'ailleurs vous le dites vous-même honnêtement, quand vous dites qu'il y a pénurie de candidatures. Bien sûr. Tous les hommes politiques à un certain niveau disent bon, tu connais pas une femme là parce qu'il faut que j'en mette une, etc. Il y en a pas. La vérité, c'est que le vivier est 10 fois moins important que les hommes, tout simplement parce que c'est la vie de tous les jours. Les femmes s'intéressent beaucoup moins à la politique que les hommes. Je veux dire, dans la vie de tous les jours. C'est comme ça, depuis toujours. On pourra avoir cette discussion, si vous voulez, sur la politique, parce que ça m'intéresse. J'entends bien répondre quand vous aurez terminé. Mais j'en ai terminé. Et donc, tout simplement, celles qui arrivent en politique, elles ne sont pas, c'est pas plus difficile, elles sont privilégiées. Vous dites que la parité, c'est un mal nécessaire. Vous dites aussi que ça peut être un problème. Alors, plusieurs choses. D'abord, effectivement, avec la parité, il y a des femmes qui ont été prises et qui ont une forme de préséance parce qu'elles étaient des femmes. Effectivement, parce qu'il y avait des quotas et qu'il fallait mettre des femmes. Mais après tout, si on veut être un petit peu cynique, ça fait très longtemps qu'il y a des hommes qui sont élus et qui sont candidats et qui sont nommés parce qu'ils sont des hommes. Ils sont élus. Et que les femmes étaient... Alors, laissez aux femmes l'opportunité de se présenter. Mais c'est bien ce qu'elles font. Laissez répondre. Non, elles se présentent pas, elles attendent pour les mettre. J'en viens, monsieur Zemmour, à ce point. Laissez-les se présenter. Quand on fait des études, je crois que c'est l'IFOP aussi, qui nous dit que 74% des Français veulent voir plus de femmes candidates. Au municipal de 2014, 16%... Mais non, pourquoi ce serait les sondages bidons ? Les gens répondent ce à quoi ils veulent qu'on réponde. Non, pas du tout. 16% des listes municipales étaient conduites par des femmes et 16% des maires de France sont des femmes. Donc ça nous montre à quel point il y avait justement une volonté de la part des gens de voter pour des femmes. Ensuite, je crois pas une seconde. Excusez-moi, mais j'y crois pas une seconde. C'est votre droit. Pour revenir à ce que vous disiez sur le fait qu'il y a une pénurie. Mais tout à fait. Et ça, je le raconte d'ailleurs dans le livre parce que moi, j'étais dans la commission d'investiture qui a été mise en place par Emmanuel Macron. Et effectivement, au début, on avait 15% de candidatures qui étaient des candidatures de femmes. Et c'est Emmanuel Macron lui-même qui a dû faire des vidéos et prendre la parole pour inciter les femmes à candidater. Pas parce que ça les intéressait pas, mais parce qu'elles avaient cette forme d'autocensure et de « je ne vais pas être assez compétente ». Vous savez, dans le livre, je raconte... du baratin féministe, j'entends ça pas du tout, écoutez, pas du tout. Vous savez, l'autocensure féministe, j'ai jamais rencontré, moi. Excusez-moi. Cette commission d'investiture, elle était présidée par Jean-Paul Delevoye, qui est pas réputé pour être un féministe radical et pour faire du baratin féministe, bien au contraire. Il est capable de tous les baratins. Je le connais depuis très longtemps. Comme vous y allez. Ouais, c'est la vérité. Vous savez, je les connais, tous ces gens, donc c'est pas de la faire, moi. Mais je n'essaie pas de vous la faire, j'essaie de vous partager cette expérience. Delevoye, je les connais en du RPR, vous savez. Mais bien sûr, justement, le RPR n'est pas réputé pour être un organe féministe très... Non, mais Delevoye, il est l'homme de Claude Chirac. Oubliez pas ça. Très bien. C'est grâce à Claude Chirac qu'il a été candidat et qu'il s'est fait écraser, d'ailleurs, par Aléo Marie. Mais comme quoi, voilà, il y a des femmes qui peuvent se présenter et qui peuvent réussir des choses. Pour terminer là-dessus, le président de la République, donc Emmanuel Macron, quand il était candidat, fait cet appel. Et nous, on a dû passer des dimanches entiers à former des femmes qui avaient envie d'être candidates, mais qui n'osaient pas. Je vous donne un exemple. Il y a même une femme qu'on a appelée pour lui dire qu'elle était sélectionnée, qui nous a dit, moi, je suis très ennuyée d'être sélectionnée parce que mon mari a candidaté aussi. Je ne sais pas comment je vais lui expliquer que moi, j'ai été prise et pas lui. Et
ça, c'est la vérité, c'est quelque chose qui s'est véritablement passé. Et pour terminer sur les raisons qui font que les femmes s'engagent moins, il y a aussi des femmes qui nous ont dit, moi ça m'intéresse, j'aimerais bien devenir députée, mais la campagne, elle a lieu pendant les vacances scolaires, je sais pas quoi faire de mes enfants pendant les vacances scolaires. Et ça, c'est la réalité. Sur ce qui concerne les compétences, moi je peux vous citer des dizaines de députés de La République En Marche qui sont extraordinairement compétentes. Je vais pas toutes les citer, mais Olivia Grégoire, Amélie de Montchalin, Laetitia Avia, Yael Braun-Pivet, compétentes en quoi, ça? Beaucoup d'autres. Et ben compétentes en tant que députée. Pardon, mais excusez-moi, en quoi elles sont moins compétentes que Monsieur Di Filippo, qui est député Les Républicains, qui est un homme et dont le seul fait d'armes, c'est de hurler pendant les questions au gouvernement. Je suis désolée, mais elles aussi, elles sont élues. Pardon, elles sont autant voire mieux élues que lui. Vas-y, revenir. Par ailleurs, Éric Zemmour, on avait préparé une petite slide. Effectivement, 16% se sont présentés et 16% des villes de France ont pour maire des femmes. C'est quand même pas encore beaucoup, mais celles qui se sont présentées ont été déjà trop. Non. On en parlera après. Non, mais moi, j'ai pas... Tout en nuance et en subtilité, c'est comme la nuit du 4 août, l'abolition des privilèges. Ça fait un peu mal sur le moment. Non, l'abolition des privilèges, c'est les nobles eux-mêmes qui sont abolis leurs privilèges. Mais abolissez vos privilèges, monsieur Zemmour. Non, mais moi, il y a plus subtil. Allez, sois plus subtil. Essayons d'être un peu plus subtil. Moi, j'ai pas la même approche que Zemmour. Moi, je ferai la distinction entre les principes que vous défendez et la manière dont vous les défendez. Sur le plan des principes, c'est difficile de pas être d'accord, tendre vers l'égalité femmes-hommes. Non, mais très bien. Moi, je suis d'accord et je suis même favorable au quota, à la parité, malgré les effets pervers que ça induit. Vous en citez quelques-uns. Voilà, on n'a pas tout à fait la même définition des effets pervers, mais peu importe. En revanche, là où je suis en fondamental désaccord, c'est que moi, je suis hostile à, le découpage en tranches de la représentativité. La représentativité de l'Assemblée nationale ou des femmes ou des autres dans la vie publique, ça doit être pour tous. Or, j'observe la société et j'observe que ce ne sont pas les femmes qui sont les moins bien représentées, ce sont plutôt les minorités ethniques et les minorités sociales. C'est-à-dire que quand vous regardez l'Assemblée nationale, on voit les femmes, mais on ne voit pas de noirs, on voit pas d'arabes, on voit pas de gens d'origine asiatique. Je finis. Et on voit pas non plus de gens issus des classes populaires. Donc, moi, je suis pour une approche. C'est le seul sujet. Non, mais le seul sujet, c'est qu'il n'y a pas d'ouvriers. C'est pas toi qui décides quel est le seul sujet. La preuve, j'en ai un deuxième. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle Zemmour et Nolo. Souvent, il y a deux sujets. Bon. Donc, je poursuis. Donc, je suis fondamentalement opposé à votre approche féministe de cette représentativité parce que vous agissez comme un lobby au détriment des autres. Moi, j'attends de vous une démarche universelle. Tendre vers plus d'égalité hommes-femmes à l'Assemblée nationale, dans la vie politique en général, d'accord, mais il faut que ça soit pour toutes les catégories de la population sous-représentées. C'est pour ça que j'ai un désaccord presque philosophique avec l'approche que vous développez dans votre vie politique et dans ce livre en particulier. Moi, je vous rejoins là-dessus. Enfin, j'ai pas du tout de sujet. Écoutez, ici, en l'occurrence, je suis secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc forcément, je suis chargée de porter cette question et je suis pas chargée de la lutte contre des discriminations raciales. Même si c'est un sujet sur lequel j'ai énormément parlé, parce que j'ai travaillé au Bondi Blog, ça va plaire à Éric Zemmour encore une fois, dans ma prime jeunesse. Donc le sujet de comment on fait pour que les CSP-, comme on dit, soient représentés à l'Assemblée nationale, c'est un sujet qu'on a travaillé aussi dans cette commission d'investiture en faisant en sorte qu'il n'y ait pas que des cadres sup. Et vous savez, nous, on est un mouvement La République En Marche. Non, c'est pas vrai, il y a pas que ça. Il y a des anciennes aides-soignantes, il y a une ancienne cheminote, Lauriane Rossi, il y a des anciens infirmiers urgentistes, il y a des anciens professeurs des écoles, il y a des anciennes mères au foyer, donc il y a des anciens ouvriers aussi, donc je suis désolée, on a un groupe qui est assez puritaire. Regardez les statistiques des autres groupes politiques. C'est pareil, non, je suis désolée. C'est même pire ailleurs, mais dans le Parti Socialiste, la Nouvelle Gauche, la plupart des députés sont des gens qui étaient avocats, profession libérale, profession intellectuelle intermédiaire, etc. Nous, on a fait... Non, pas comme chez nous, puisque nous, justement, on a fait en sorte qu'il y ait des anciens agriculteurs, qu'il y ait des personnes qui puissent avoir accès à cette représentation. Je doute pas de votre bonne volonté. Je doute pas de votre bonne volonté, mais je ne le vois pas. Je vois pas cette volonté dans votre livre, et je ne le vois pas dans votre action. Mais il y a plein d'autres choses très intéressantes qui sont pas dans le livre, parce que le thème de ce livre, c'est de parler des femmes en politique. Donc, je parle des femmes en politique. Il y a d'autres sujets très intéressants qui sont pas dans ce livre. Mais j'écrirai un autre livre sur les autres sujets. Très bien. Justement, allons sur le principe. Parce que vous commencez au début, c'est très intéressant, et vous dites, faisons-nous l'avocat du diable, qu'est-ce qu'apportent les femmes en politique? Je me suis reconnu. C'était pour vous. J'ai mis 2 cordes. Et moi, je vais être encore plus diabolique que vous ne le pensez. Non seulement elles n'apportent rien, mais est-ce que vous répondez vous-même à la question? Parce que quand vous dites qu'est-ce qu'elles apportent, et vous dites s'il y avait eu des femmes en politique depuis longtemps,
eh ben on aurait déjà traité depuis longtemps la question des viols, on aurait déjà depuis longtemps la question des crèches, on aurait traité depuis longtemps l'urbanisme pour que tout le monde soit bien dans la ville, etc. Mais ça, chère madame, c'est pas de la politique. Ça, c'est un boulot d'assistante sociale de luxe. C'est tout. C'est du compassionnel, ça. C'est pas de la politique et c'est exactement, on est au cœur de la perversité. De la féminisation, c'est moi qui parle. Non, je vous répondrai, j'ai fini. On est au cœur, qu'est-ce que c'est que la politique? La politique, c'est la paix, la guerre. C'est la défense, la finance, la banque, la monnaie, c'est ça la politique. C'est pas s'occuper des places en crèche. Ça, c'est de la gestion. Ça, c'est du compassionnel. Non, mais j'ai fini. Je finis mon raisonnement parce que je vous la politique de natalité, les crèches. Non. Donc, ah bah si. La politique familiale, on peut la traiter autrement que par les places en crèche. C'est de la politique locale. La politique familiale, c'est pas des femmes qui l'ont traité, c'est des hommes à partir de 38. Donc ça n'a rien à voir. C'est exactement ce que je dis. Vous me direz à partir de quand je peux vous répondre. Allez-y, vous répondez-moi. J'avais un raisonnement, mais c'est pas grave. Écoutez, mais moi je suis assez frappée parce que justement le fait de comparer les politiques publiques qui s'adressent justement, qui concernent les politiques familiales, etc. Le fait de dire ça c'est de l'assistance sociale, j'en parle dans le livre au début en disant que ça c'est une forme de sexisme, de ramener à la figure. Vous savez, ce genre d'insulte ne me touche pas depuis longtemps. C'est absolument pas une insulte, c'est un constat, c'est un débat. Je suis pas du tout en train de vous insulter, monsieur Zemmour. Sexiste, c'est pas une insulte. Non. D'accord, mais ça me dérange pas. Dire que c'est une analyse sexiste, c'est absolument pas une insulte. Je fais des analyses sexistes. J'assume très bien. Voilà. Et donc, ramener la femme à son rôle d'assistante sociale, c'est une manière de dégrader. Qui l'a ramené la femme assistante sociale. Non, pas du tout. C'est qualifier ça d'assistante sociale, c'est une manière de dégrader. Dire la politique, c'est la défense, les armées, etc. Non, je suis désolée. La politique, c'est justement comment on fait pour tous vivre dans un même espace et comment on organise la vie en société. Les places en crèche, la question de l'attribution des places en crèche, c'est une question éminemment politique. La maternité, c'est une question politique. Et c'est véritablement un problème. Pourquoi je dis si les femmes avaient eu accès en politique, etc. Parce que je crois que les défauts et les qualités sont très également répartis entre les femmes et les hommes. Moi, je crois pas du tout qu'il faille des femmes en politique parce que les femmes seraient plus douces, plus gentilles, plus diplomates, machin. Pas du tout. Je pense qu'on est exactement comme les hommes au pouvoir. Surtout que vous l'avez vécu, vous le racontez. Absolument. Mais en revanche, les trajectoires des femmes, les trajectoires de vie sont différentes de celles des hommes. Et effectivement, peut-être, en tout cas, les trajectoires. L'INED nous dit que vous allez dire un sondage bidonné, mais c'est l'INED, c'est pas non plus comme le RTR, une organisation féminine. Alors écoutez, 72% d'après l'INED des tâches ménagères, domestiques, familiales sont faites par les femmes. Quand on vit le fait de devoir gérer une carrière et une vie familiale, de trouver une place en crèche, on sait que c'est un problème. Pourquoi cette question n'a pas été réglée jusque-là? Parce que l'immense majorité des parlementaires étaient des hommes qui n'avaient jamais eu de leur vie à devoir chercher une place en crèche. Ce n'est pas de la politique, c'est de la gestion. Non, mais c'est pas un hasard, parce que je pense que le pouvoir est lié à l'homme. Le pouvoir est lié au phallus, depuis d'éternité. Et les femmes n'ont rien à voir là-dedans. Et d'ailleurs, elles ne comprennent rien au pouvoir. En vérité, elles comprennent ce que vous avez dit, c'est-à-dire la gestion politique de l'administration des choses. Alors, qu'est-ce qu'on ne comprend pas? La politique, c'est le gouvernement des hommes. D'accord, mais ça veut dire, par exemple, je vais vous donner un exemple. Non, mais c'est pas un hasard. Mais je vais vous dire, c'est pas un hasard s'il y a de plus en plus de femmes en politique. C'est parce que le pouvoir n'est plus dans la politique. On a délégué, par exemple, la Banque Centrale Européenne, elle a le pouvoir de la monnaie, le vrai. C'est plus l'État qui l'a. La guerre est déléguée à l'OTAN. C'est plus la France qui l'a non plus. Vous voyez? Et d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même, c'est très amusant, Emmanuel Macron lui-même, au-delà de son numéro de cirque sur les femmes que je connais par cœur, j'ai vu Sarkozy faire le même, j'ai vu Hollande faire le même, j'ai vu Chirac faire le même. Avec tout le respect que j'ai pour lui, il a effectivement réussi à amener des nouvelles générations de femmes en politique dans le gouvernement. Je vous assure. Non, pas du tout, parce que Emmanuel Macron a réussi à féminiser l'Assemblée nationale, à passer d'environ 20% à 40% de parlementaires. Mais vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi il féminise l'Assemblée nationale. Je me suis plus que demandé, puisque vous êtes légèrement condescendant, c'est pas une insulte non plus. Je me suis pas demandé dans la mesure où j'ai fait partie de cette équipe de campagne qui a contribué à féminiser. Donc je me suis plus que demandé, j'ai porté ce sujet. Il féminise parce que ça ne sert à rien. C'est lui qui gouverne avec deux types. J'aimerais vraiment. Mais Madame Schiappa, moi j'aimerais que vous alliez au bout de votre raisonnement. Je vous n'avez pas répondu à ma question. Il type avec colère et il gouverne avec Esmélien. J'aimerais savoir, Émelien, pas Esmélien. J'aimerais savoir en quoi vous dites c'est le phallus qui